Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Nous avons fait l'effort. Oui. On a fait l'effort de parier qu'il ne ferait pas plus que son père. Parce qu'il faut le dire aussi, en France, il n'y avait pas la classe politique Togolaise, oui. est complètement parisianisée. C'est une classe politique qui n'a aucune aveugle dans son ensemble. Comme il est là, je suis désolé, on avait un ami là-bas, panafricaniste, Tikpi Apadjam. Oui. Et lui aussi, je l'avais mis en garde. Qu'elle allait s'acoquiner avec les gens comme, comment on l'appelle, soi-disant leader de l'opposition là, à l'époque. Comment il s'appelle encore, celui-là? Non, il était avec le fils Olympio. Il a créé... J'ai pris Olympio. Non, il était avec le fils, il a fait scission, il allait créer, il a pris la tête de l'opposition. Un autre parti politique. Oui, j'oublie son nom. Ça va revenir. Fabre. Justin Fabre. Jean-Pierre Fabre. Jean-Pierre Fabre. Oui, donc à l'époque, quand on le regardait, tous, chacun faisait plaisir à Paris, il allait prendre les ordres au sous-préfet par excellence, au vigile par excellence de la France de la sous-région, la mort qui est en Côte d'Ivoire. À l'époque, nous avons estimé que bon, ça ne valait pas la peine et que, voilà, il faut de mieux donner la chance à M. Faure Yadima. On saurait accuser les gens sur la base d'un délit, a priori, de patronyme. Oui. On s'est dit, ok, bon, on va voir. Mais on ne rêvait pas, on n'a jamais cru qu'il pouvait faire des choses extraordinaires. Alors, mais qu'est-ce qu'on observe, c'est que, comme on a dit, il a décidé, c'est-à-dire que pour lui, c'est la sous-préfecture par excellence. C'est-à-dire la sous-préfecture. Quand nous parlons de sous-préfecture de la France en Afrique, lui, là, le Togo, là, il a fait du Togo une parfaite sous-préfecture. Et ce qui est grave, c'est quoi? C'est que, et vous savez, une sous-préfecture, de temps en temps, on fait des travaux de peinture, Oui. on change les meubles. Bien sûr. Oui. On change les meubles, on peut informatiser les services, on peut même dire qu'on augmente les salaires, hein? On s'assure que la sécurité des sous-préfets est assurée par le commissariat qui est là, et que les forces de police font le travail. On peut changer leur uniforme, bien s'assurer qu'ils sont bien habillés, financer leur formation. Mais tout ça, mon cher Gosse, tout ça, pour rester une sous-préfecture. C'est-à-dire que pour tout faire, pour ne pas énerver celui qu'on représente. C'est-à-dire que le sous-préfet représente une autorité qui lui est supérieure. Vous savez ça. Il reçoit. Et là, c'est une soumission, comment on dit ça? C'est-à-dire, c'est hiérarchique, hein? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat. C'est hiérarchique. On ne joue pas avec ça, c'est hiérarchique. Je prends cette image-là pour dire quoi? C'est que le père Yadima, on connaît l'histoire. Le père Yadima, c'est un cuisinier dans l'armée française en Indochine. Oui. Ce n'est pas une injure, c'est un constat. C'est ce qu'il était. L'Indochine, il a servi là-bas, communauté, il était cuisinier. Et quand les Français essuient la plus grande défaite à Diempou, leur grande défaite historique, ces gens-là rentrent. Et De Gaulle, donc, c'est dans ce vivier que De Gaulle va choisir, n'est-ce pas, les futurs dirigeants des pays africains. Oui. Après avoir massacré les patriotes. Le cas de Togo est clair. Vous connaissez Sylvanus Olympio, le héros de l'indépendance. Chacun de nous sait pourquoi il est décédé. Il a refusé, Sylvanus a refusé de payer le tribut annuel à la France. Il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire. Il y avait déjà le franc CFA, qui était déjà là. Mais en plus, il fallait payer en cash, mon cher gosse, en cash, des centaines de milliers, des centaines de milliards de francs. Chaque année, je dis bien en cash, comme tribut colonial. C'est-à-dire que il fallait que les Togolais remboursent les infrastructures, les investissements qui ont été faits pendant la colonisation, par la soi-disant France, et devaient rembourser ça en payant chaque année. Ça allait à plus de 400 milliards de francs CFA. Que les gens comprennent ce que je veux dire. Je dis bien, en plus du franc CFA, la zone franc, qui déjà en soi est une ponction, c'est le mot, c'est-à-dire une ponction majeure sur les ressources économiques, monétaires du pays. Mais en plus, il fallait qu'une fois qu'on a déjà pris le franc CFA, mais qu'en plus le pays verse près de 400 milliards de francs, plus que ça, de tributs annuels à la France. Il faut bien comprendre ça. Haïti a connu ça, Haïti on a pu dire parce qu'ils ont fait une guerre d'indépendance. Mais les Français étaient clairs que l'investissement, le fameux plan Saro qui va consister à faire des barrages
quelques routes dans les colonies comme étant en valeur, devaient être remboursées. Et c'est la France qui fixait. Or, mon cher Gaud, nous savons que ce ne sont pas les Français qui travaillent, ce sont nos parents qui ont servi de main-d'œuvre pour réaliser ces travaux dans des conditions pas possibles. Hein? Pas possible. Déplacement forcé des populations. Corvée, c'est-à-dire qu'on attrapait les gens de force pour les obliger à travailler. C'était de l'esclavage, mon cher Goff. Mais il fallait rembourser ça. Donc, j'écoute Olympio, dit je ne le fais pas. Ah, pardon, Sylvanus dit je ne le fais pas. Et là, il décide de quitter le franc CFA. La France organise, avec les États-Unis, la France organise son assassinat. Et il faut expliquer comment cette dynastie-là, cette sous-dynastie néocoloniale est née, hein, pour qu'on comprenne très bien ce qu'est le Togo. C'est que le Togo, mon cher Goff. C'est-à-dire donc que on décide d'en finir avec Sylvanus Olympio. Et l'Afrique connaît. Il se réfugie à l'ambassade des États-Unis. On le livre à la France. À M. Yadema. Etienne Nyassimbe et Yadema. Et on va assassiner Sylvanus Olympio. Et du coup, donc, écoutez bien, le père Yadema, qu'est-ce qu'il fait? Il adore le franc CFA. Il adore. Il ne dit pas que bon, je continue, mais il adore le franc CFA. Et il va accepter donc de payer ce tribut. Écoutez bien, de payer ce tribut à la France chaque année. Donc, le Togo est parmi les pays de la zone franc. Parmi les pays de la zone franc sont déjà très mal partis. Mais le Togo est doublement ou bien triplement mal parti. Parce que je vous dis qu'en plus du franc CFA, il doit payer ce tribut. Père Yadema donc fonde son régime sur l'acceptation du paiement de ce tribut. En plus du franc CFA. Mais en plus, c'est-à-dire, il va accepter d'être, c'est-à-dire, comment on appelle ça? C'est-à-dire que l'arrière-coût direct, en plus du franc CFA, en plus de ce tribut, l'arrière-coût direct des manœuvres les plus basses de l'État français en Afrique. C'est le plan militaire. Tous les coups tordus de la France en Afrique, base arrière, Togo. C'est-à-dire, même quand Oufouette voulait faire ses coups bas, pour qu'on ne voit pas trop, il allait se cacher derrière Yadema. C'était l'homme des sales besognes sur le plan militaire. L'homme des sales besognes sur le plan économique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en dehors du carcan que je viens de définir, tous les coups bas économiques, tout ce qui est sale, tout ce qui est trafic, qu'on ne peut pas assumer publiquement, on fait ça au Togo. Le Togo va servir de base arrière. C'est là où on fait ça, mon cher gosse. Et ça, je vais vous dire quoi? Vous voyez que jusqu'aujourd'hui, en plus du franc CFA et ses ravages, en plus du tribut, de la polarisation de l'économie togolaise, qui est une économie franc CFA, ce que ça veut dire, donc, économie de rang, tout ce que vous imaginez, n'est-ce pas? En plus de ça, tous les affairistes français, c'est-à-dire que tous les affairistes français et leurs amis dans le monde, leur capitale, leur base arrière, leur plaque tournante, c'est le Togo. Ça veut dire que tous les tous les trafics de tout genre, que ce soit les trafics liés à des pierres précieuses, que ce soit des trafics de prostitution, et même mesure de la drogue, que ce soit des trafics, des opérations de blanchiment d'argent, mon cher gosse, toutes sortes de business, de trafic qu'on ne peut pas assumer publiquement, c'est Togo. Voilà l'économie de ce pays. Voilà à quoi il sert. Et en retour, la France garantit à cette dynastie son détermination au pouvoir. Autrement dit, vous confisquez le Togo, pourvu que vous soyez notre façade, la façade nègre de tous ces trafics que nous ne pouvons pas assumer à Mondovision, que nous ne pouvons pas faire en France, que nous ne pouvons pas faire ailleurs, mais qu'on fera chez vous. C'est ça le Togo aujourd'hui. Alors, ça s'est vu avec l'affaire du Covid. C'est-à-dire que c'est l'un des rares pays en Afrique, mais qui a décidé de faire exactement ce que le Tintin de Paris faisait à son peuple. C'est-à-dire que dès que Macron pensait un truc, faut togoliser ça, togoliser. C'est-à-dire que dès qu'on fait en France, faut togolise. Il a jusqu'à imposer un passeport numérique, vous le savez, en numérique. C'est-à-dire qu'il a pratiquement imposé 3 doses de vaccination. Et il se vante aujourd'hui d'avoir battu un record de frais de plus d'1 million de vaccinés. Il est allé jusqu'à dire le pass numérique vous permet de vous présenter dans tous les services administratifs. Si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas accès à un service administratif. Et il avait l'ambition d'aller même plus loin. Il devait élargir, n'est-ce pas,
l'accès conditionnel à cette passe numérique à d'autres, un peu comme en France. Il s'apprêtait à aller à ce niveau-là. Je ne sais même pas ce qu'il a arrêté. Je ne sais même pas s'il va s'arrêter. Là, maintenant, on est en train d'apprendre que c'est vaccin contre emploi. Vaccin contre emploi. Contre emploi. Alors, il a utilisé l'armée pour ça. Il a utilisé l'armée pour ça, pour imposer ça, mon cher gosse. Donc, vous voyez comment c'est-à-dire la destinée de ce pays, c'est-à-dire arrière-coup des basses manœuvres, n'est-ce pas, de l'élite française et de ses complices dans le monde entier. Mais en plus, il va très loin au point où, dans un pays qui n'a pas de malade, mon cher gosse, donnez un peu les chiffres du Covid, parce qu'il faut que les gens comprennent bien. Oui, oui, allons-y. C'est-à-dire que dans le monde, on a à peu près 6 millions de morts. Dans le monde, à peu près. C'est pas exactement ça, mais on a à peu près à 6 millions. Selon leurs chiffres. Oui, selon leurs chiffres. Vous avez, en termes de pourcentage de décès Covid dans le monde, on est à pratiquement 7%. Je dis bien à peu près. C'est pas, c'est-à-dire peut-être moins, mais à peu près. J'arrondis un peu. En Afrique, nombre de morts, on a moins de 300 000 morts en Afrique. Confondu. Toute l'Afrique. Toute l'Afrique. Oui. 300 000 morts. Alors que la France est pratiquement à 200 000 morts. Plus que la France. L'Afrique, réunie, on est à moins de 300 000 morts, mon cher Goff. Avec les faux morts. Évidemment. Alors, c'est une population d'1 milliard, près de 400 millions d'habitants. C'est une population d'1 milliard, globalement, en Afrique. Bon. Donc, le pourcentage de morts Covid en Afrique, c'est moins de 2%. C'est-à-dire, moins de 2%, c'est 10 000 habitants. Écoutez bien, hein? 2%, c'est 10 000 habitants. Moi, je dis bien moins de 2%, c'est 10 000 habitants. Donc, en Afrique, on a un pourcentage de 4,2 fois plus faible que dans le monde entier. Et dans ce pourcentage, l'Afrique du Sud, elle, ça représente 40% des décès. L'Afrique du Sud, 40% des décès. C'est le pays africain le plus touché. L'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud ensemble, c'est 72,4% des décès Covid-19 en Afrique. L'Afrique du Sud et l'Afrique du Nord, 72%. On sait pourquoi. On sait pourquoi. Donc, le reste de l'Afrique ne représente que 27,6% des décès anti-Covid. Donc, le pourcentage des morts en Afrique, en dehors de l'Afrique du Sud et de l'Afrique du Nord, est 15,2 fois plus faible que dans le monde entier. Donc, en Afrique subsaharienne, l'Afrique ensoleillée, si vous voulez, oui. Vous voyez, il n'y a pratiquement pas de malades. Moi, quand nous disons ici, il n'y a pas de malades. Il n'y a pas de malades. Quand on connaît maintenant la vérité sur le Covid, on peut le dire, il n'y a pas de malades. Mais qu'est-ce que peut donc justifier qu'un président prenne sur lui d'imposer la vaccination à des personnes qui ne sont pas malades? Qu'est-ce qu'il cherche? Si ce n'est pas la conscience du fait que, historiquement, son pays n'est pas un pays. Le Togo n'est pas un pays. Ça n'a rien à voir avec les Togolais. Hein. Je parle de la classe politique togolaise. L'État togolais. Ce n'est pas un pays. Sa faiblesse géopolitique, son ultra-dépendance, n'est-ce pas, géopolitique, économique, culturelle, à l'égard de la France fait que, fort et à démasser, que son pouvoir ne tient que parce que Paris, il y a le parapluie militaire et géopolitique de Paris. Donc, dès que ce parapluie-là saute, il disparaît immédiatement. Je dis quasi immédiatement. Donc, il dévance les désirs de son maître. Macron ne parle même pas. Dès que Macron dit passeport sanitaire, et il y a des Macron a déjà même, avant que la phrase ne finisse la bouche de Macron, il a déjà répété imposer ça au Togo. Donc, il dévance les désirs de son maître. Donc, on a affaire à une situation au Togo qui est très grave, mon cher gosse, qui est très grave. Vous savez que les militaires, le cartel de militaires ou de paramilitaires mercenaires qui a été utilisé pour aller bombarder la base française de Bouaké et justifier la destruction des Sukhoi ivoiriens que Babo avait acquis pour en finir avec la rébellion ivoirienne, les bases arrière étaient où? Le Togo. Avec les fameux pilotes, je crois, biélorusses. Biélorusses, oui. Regardez le genre d'activité. On a même encore attrapé plus tard. Oui, bien sûr. On a demandé que... Mais, je vous dis, regardez le genre d'activité auquel se livre le sommet de l'État togolais. C'est-à-dire que ce n'est même pas que ce sont les services secrets qui font ça. Mais c'est l'activité principale du sommet de l'État togolais. Ce genre de criminalité. C'est-à-dire qu'il a servi de base arrière. Et jusqu'aujourd'hui, vous savez que ce procès est classé secret défense pratiquement. Parce que maintenant, Babo n'avait rien à y voir. On sait maintenant. C'est une affaire entre développeurs, Alliot Marie et M. Chirac.
c'est classé, et l'état-major militaire, c'est classé secret défense. Donc voilà les genres d'activités auxquelles se livre l'État togolais et qui justifient sa raison d'être. C'est-à-dire, ce n'est même pas une sous-colonie, il faut trouver un autre nom. C'est une sous-colonie doublée, il faut qu'on trouve un autre nom pour qualifier cet État-là, mon cher gosse. Vous comprenez pourquoi aujourd'hui les Togolais souffrent. C'est un pays qui pourtant n'est pas pauvre. Hein. En plus du phosphate, il a beaucoup de richesses agricoles. C'est un pays qui est riche, mais ces ressources-là, on ne voit même pas où ça passe. Parce que leur exploitation est frappée du sceau de la mafia, d'une espèce de confidentialité qui est partagée par la famille Yadema, quelques réseaux de l'armée, et le reste, ce sont les réseaux mafieux français, mon cher gosse. Mais c'est grave. Donc, les Togolais sont comment on dit ça, des esclaves en cage, n'est-ce pas, gardés par une dynastie, l'une des plus nulles que l'humanité ait connue, une dynastie, mais qui elle-même est au service de la France, qui est le parrain de la dynastie. Mais cette dynastie sert à quoi? Je dis que le père était un militaire. Bon, on va être poli. Pour ne pas dire un sous-militaire, mais il était un militaire dans l'armée française. Le fils dit qu'il est là à l'école, mais on voit ce qu'il est devenu. Il continue le même travail que son père. Il continue ce travail que son père. Il y a eu des crises extraordinaires au Togo, des crises politiques extraordinaires. La dernière, c'était l'élection. Il y a une crise là-bas qui a duré des mois. N'est-ce pas? On a vu à quoi servait la CEDEAO. Vous vous rappelez, non? Oui. À quoi servait la CEDEAO en ce moment-là? On a vu comment la CEDEAO était silencieuse quand le pays a démarré meurt brusquement d'une crise cardiaque. Nous a-t-on dit? Et son fils prend le pouvoir. Il avait été élu par qui? Qu'avait dit la CEDEAO? Elle avait dit quoi à l'époque? Mais souvenez-vous très bien comment Foy Adema arrivé au pouvoir. C'est-à-dire, c'est comme si le Togo était une chefferie. Encore que la chefferie est honorable en Afrique, mais une sous-chefferie nègre comment on dit ça? Comment on dit ça? Une chefferie coloniale, c'est-à-dire que c'est le blanc qui chasse les lignées légitimes et impose, n'est-ce pas, ses chefs, comme on l'a vu ici en Afrique, avec les faux chefferies que les Français ont créées partout en Afrique. Donc, on dirait que le Togo, c'est ce genre de chefferie nègre-là, n'est-ce pas? Dès que le père meurt, le fils, pendant qu'il dormait, on le réveille, on lui verse l'eau sur lui, on dit que mais, le père est mort, va t'asseoir là-bas. Il n'y a rien, il n'y a personne, c'est pas un pays, il n'y a rien. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de constitution, il n'y a rien. Que c'est la maison de notre père. C'est notre affaire. Va t'asseoir. C'est comme ça qu'au fort, c'est le trouvé président. Quand ça a déclenché les manifestations, il a seulement fait, on lui a dit, la CEDEAO lui a dit, fais semblant de gagner une élection. Et tu passes. Et c'est ce qui s'est passé. Je ne viens pas sur le reste, mon cher gosse. Donc, pour terminer, héritage familial, oui, c'est dans l'ADN de la famille. Finalement, c'était le père tel fils. Il paraît que c'est génétique. On peut dire que c'est même génétique. Que ça se transmet dans l'ADN de la famille. Je ne sais pas s'il faut regarder les gens là pensent qu'un jour, ils peuvent perdre le pouvoir au Togo. C'est sérieux, hein? Je ne sais pas si dans la tête de cette famille, ils ont déjà pensé Mais un jour. pourtant, il a emprisonné certains de ses frères. Oui, Pacha. Oui. Oui, c'est les querelles familiales. Ça manque jamais dans les clans comme ça, dans les chefferies. Il y a les querelles familiales, il y a les querelles de succession dans les chefferies. Ça, c'est monnaie courante. C'était une querelle de chefferie, on a habité ça en sa faveur. C'est tout. Mais, je parle de l'idée de savoir un jour, et ça, c'est l'avenir du Togo dont je parle. Est-ce que la famille Yadema imagine un seul instant que le Togo ne leur appartient pas? Le Togo appartient à qui? À la famille Yadema et au réseau mafieux français? Ou ça appartient aux Togolais? Le débat fondamental, il est là. Et moi, je vous dis que dans cette famille, je vous dis, ils ne traversent pas les que c'est dans leur gène. Cette famille-là, ses composantes considèrent que le Togo est leur propriété, mon cher gosse. C'est ce qu'on vit au Gabon. Au Gabon, la famille Mbongo considère que quand Dieu les a créés, je pense que c'est lui qui les a vraiment créés, hein, je pense. Quand Dieu les a créés, il les a créés avec dans leur ventre une propriété qu'on appelle Gabon. C'est-à-dire, dans cette famille, on ne pense pas un jour qu'il faut laisser l'affaire là et donner ça à d'autres Gabonais, mon cher gosse. Mais quand vous avez une telle situation politique et géopolitique, c'est très grave, mon cher gosse. C'est très grave. On aurait pu imaginer que cette situation peut favoriser un développement. Parce que s'il y a une stabilité institutionnelle, fût-elle sur un modèle cheval,
on peut estimer qu'il va y avoir un développement. A priori. Mais je vais vous démontrer que dans les conditions togolaises, il n'est pas possible qu'il y ait le moins de développement. C'est pas possible. Donc, c'est une affaire bulle, c'est très grave. C'est-à-dire qu'on a fait une espèce de chefferie feignante. C'est-à-dire où des gens estiment qu'ils ont tous les droits sur les populations qui habitent sur le territoire. Ce sont leurs jouets. Ils en font ce qu'ils veulent. Ils ne rendent compte à personne, pourvu qu'ils s'entendent, n'est-ce pas, avec la mafia française. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.